Messieurs, dames, bien le bonjour à tous, les copains, bien le bonjour. Et bienvenue pour ce Juste Bistrot, le dernier de la semaine. On est vendredi, ça y est, c'est le dernier de la semaine. En avance, il est 16h03. 16h03 et on est déjà là, on est déjà ensemble. Ben, ça fait plaisir. Écoute, j'avais fini mon boulot. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir les copains. Ouais, je vais aller voir les copains. Et puis on va faire le juste bistrot. Ouais, voilà, on attaque plus tôt, plus de plaisir. Et c'est normal, j'étais pas là mercredi. Et ben voilà, on rattrape un peu le temps perdu. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que la semaine a été bonne pour vous. Dites-moi un petit peu, voilà, si vous êtes déjà allé faire un tour au marché de Noël, parce que ça y est, il y en a de partout maintenant. Dites-moi un petit peu si vous êtes déjà allé au marché de Noël et où. Parce que si vous êtes en Alsace, voilà, l'un des plus beaux, c'est Strasbourg. Je pense qu'on est d'accord. Dites-moi un petit peu, les amis. Moi, je suis déjà allé 2 fois, celui de Lausanne. Mais bon, le vin chaud en Suisse, c'est quand même. C'est quoi? C'est 8 francs. 8 francs avec la consigne. Non, c'est 6 francs. Dedans, ils peuvent te rajouter de l'amaretto ou du rhum, spécialité locale. Alors, pourquoi pas? C'est pas assez dégueulasse comme ça. Et tu montes à 8 francs le vin chaud. Voilà, donc on commence cette émission avec un coup de gueule. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas grave. Merci à Elmas69 pour le subprime. 3e mois. Merci les amis. Salut à Ecla15 qui dit comment va notre Rémi National. J'ai adoré l'échange avec Johanna hier. J'espère que ça vous a plu. Que j'embrasse Johanna Adenin. Voilà, sur sa chaîne YouTube. On a passé un bon moment. C'était sympa comme tout. Et ça fait plaisir, voilà, de papoter. On a la communauté qu'on mérite. Hein. Je vous adore. Hein. Voilà, faut se le dire. Je vous aime. Mais on a quand même Nin94 qui dit Rémi a sûrement apéro juste après parce que j'ai commencé plus tôt. Non mais ça va jamais, c'est fou, mais quel plaisir d'être là. Neti qui nous dit les marchés de Noël c'est vraiment devenu bourgeois d'un niveau, encore d'un niveau. Ah ouais, au niveau des prix tu dis ça a augmenté un petit peu, je sais pas trop. Hein. C'est vrai qu'à Noël, comme je suis souvent sur Lausanne, je fais que celui de Lausanne, mais vous avez vu des augmentations, c'est ça? Et Wayne833 qui dit c'est Black Bistro ou pas? Alors oui, paraît-il que c'est le Black Friday aujourd'hui. Alors je pisse sur le Black Friday. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'en ai absolument rien à branler du Black Friday. Vraiment, voilà, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais pas vous mentir. Donc non, c'est juste l'émission, elle arrive un petit peu plus tôt et puis c'est tout. Et puis en plus, vous allez voir, on va réfléchir aujourd'hui. Ah, j'avais envie de réfléchir. On a fait une séquence sur le stoïcisme en début de semaine. Les commentaires étaient vraiment chouettes, donc j'étais content. Je vais vous préparer de plus en plus de vidéos un peu de cette manière-là, plus de réflexion. Et là, aujourd'hui, je vais vous proposer un script que j'avais travaillé il y a quelques temps en arrière et une réflexion qui est plus que jamais d'actualité entre la philosophie et la politique. Vous allez voir, et même l'actualité. On va parler du diviser pour mieux régner. Je vous ai préparé ça pour aujourd'hui, pour finir la semaine sur une note de réflexion. Vraiment, j'étais super content de vos commentaires. Ça m'a fait plaisir. Donc, ça m'a motivé à l'idée de continuer un peu ce genre de format, un peu plus discussion. Donc, on va papoter de ça, on va papoter de plein de choses aujourd'hui, on a complément d'enquête sur CNews, je voulais revenir un petit peu là-dessus, je prendrai vos questions comme d'habitude, même si vous avez des idées de sujets ou des questions à poser sur des trucs, voilà, on est vendredi, on papote, on est ensemble, voilà, ça fait plaisir, c'est le plus important, c'est vraiment le plus important, toujours. Les amis, tac, je vois que tout le monde s'installe confortablement. On va justement commencer avec ça, cette affaire de complément d'enquête. Complément d'enquête CNews, vous avez vu, ça a fait beaucoup parler. L'émission présentée par Tristan Walex. Alors c'est vrai que Tristan Walex, on dirait quand même un fabricant de chaussures pour personnes âgées. La dernière paire des Tristan Walex, si vous les reste en 41. Ah non, on a vendu à une petite dame qui est décédée. Vous allez peut-être pouvoir les récupérer. Donc Tristan Walex, il est journaliste, à la surprise générale. Et il y a eu complément d'enquête. Complément d'enquête sur CNews. Et alors, ça me plaît parce que c'est dans le thème de ce que je voulais vous dire par rapport au divisé pour mieux régner. Ce sera une sorte de mise en bouche, crock en bouche, comme disent les Anglais, ce qui d'ailleurs ne veut pas du tout dire la même chose. Ce serait une mise en bouche par rapport au gros sujet aujourd'hui du divisé pour mieux régner. Je vois, il y a plein de commentaires déjà des copains, ça fait plaisir. Et la 15 qui dit super, j'ai justement écouté ton émission avec le précepteur ce matin. Je me sens dans la continuité. Bah, c'est vrai qu'il y a de ça. Tonton Jackie nous dit bonne émission sur le stoïcisme. J'apprécie aussi beaucoup
beaucoup cette philosophie qui s'approche du christianisme. C'est vrai qu'il y a des penchants intéressants, il y a des ponts intéressants entre le stoïcisme et le christianisme sur le plan philosophique, on va dire. Et Winey833 nous dit: ta vidéo sur Macron et la guerre en Russie était tellement énorme, j'ai adoré. Bah merci les amis. Voilà, vous avez vu, on développe d'autres trucs, on teste d'autres trucs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors, complément d'enquête pour commencer avec ça, quelques actualités pêle-mêle. Complément d'enquête sur France 2, ça a beaucoup fait jaser, ça a beaucoup fait parler. On va, voilà, putain, j'ai dit CNews, on se fait couper la lumière, merde. Ah, c'est fou ça, merde. On va commencer avec la bande-annonce pour prendre un petit peu le ton. Alors attends, j'ai quelques extraits, faut que j'essaie de vous trouver la bande-annonce. Tang, 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 tang. Attends, on va aller sur le compte Twitter de complément d'enquête directement. Est-ce qu'on va trouver la bande-annonce, the teaser, comme on dit. Alors ça c'est un extrait, Pam 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 pam. Attends, pourquoi je la trouve pas? C'est pas ça. Bon, c'est pas. On va aller direct sur les extraits. Je pensais qu'ils avaient sorti une bande d'annonce un peu classique. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec. Ah ben voilà, non, elle est là la bande annonce. Ça y est, je l'ai trouvée. Ça a été laborieux, mais on l'a. Voilà, donc ça c'était la bande-annonce, ça donnait le ton, direct. Alors, on va être... Ah oui, merde, il n'y avait pas le son, je l'avais coupé juste avant, excusez-moi. On se le remet avec le son, pardonnez-moi. Complément d'enquête prépare un magazine sur CNews. Des débats, des décibels... Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Et des dérapages. Complément d'enquête sur CNews, première chaîne d'infos en continu, mais aussi la plus épinglée pour ses manquements. À partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Sur représentation de l'extrême droite, quelques intox et des obsessions. On en est à un point où l'immigration tue aujourd'hui. Informer n'est pas manipuler. Témoins, chiffres et documents internes à l'appui, on vous raconte la reconquête de l'info à la sauce Bolloré. Le succès de cette chaîne, c'est qu'elle est anti-idéologique. Si je ne crois pas à quelque chose, je vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà, donc la bande-annonce avec le son, c'est beaucoup mieux. Donc, ça c'est complément d'enquête qui avait annoncé la diffusion hier soir jeudi soir, de ce complément d'enquête spécial CNews. Alors, on va commencer par la fin, parce que vous savez un peu ma position là-dessus, mais c'est bien de le réitérer. J'ai une position qui est simple, mais elle est simple. C'est que les médias sont aujourd'hui en France, c'est un constat plus qu'une dynamique structurelle, les médias en France sont des outils de propagande. Et la question, c'est pas de savoir qui fait le plus de propagande, c'est d'être d'accord sur ce constat-là. Médias publics, c'est la propagande de l'État. Médias privés, c'est la propagande du milliardaire qui met le pognon à la fin du mois. Ni plus ni moins. C'est ma vision des choses. Je vous dis pas que c'est la vérité, je vous donne ma grille de lecture, ce qui vous aidera peut-être à comprendre ma position sur certains trucs, position qu'on peut ne pas partager, évidemment. C'est le principe de Juste Milieu, on est là pour papoter. Si j'arrive, je vous dis que j'ai la vérité, tirez-vous, allez ailleurs, allez sur BFM, ils disent la même chose. Donc, ma grille de lecture là-dessus est de dire que, originellement, un média n'est pas nécessairement... un outil de propagande, mais que en France, nous voyons en fait un combat idéologique qui se fait par médias interposés, et donc on a clairement des dynamiques de propagande de chaque côté, avec le principe d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire on a une guerre qui est menée, une guerre pour le temps de cerveau, comme disait Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, le temps de cerveau disponible, on a une guerre qui est menée pour savoir quel média de propagande est censé dominer aujourd'hui. C'est-à-dire, la page du progressisme se tourne, donc les médias de gauche qui défendaient un progressisme gauchiste lamentable sont en train d'être grand remplacés par les médias conservateurs, on va dire, d'une ligne MAGA Bolloré,
qui deviennent, voilà, le droitardisme est en train de gagner la bataille culturelle. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur le principe d'hégémonie culturelle chez Antonio Gramsci. Ça permettra de creuser un petit peu ce que je vous dis là, et à l'appui d'une théorie centrale qui est celle de Gramsci. Donc, ma grille de lecture de départ, c'est celle-là. Donc, vous avez vos idées, et je le comprends, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ces news et qui considéreront que je dis des conneries et qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave, c'est bien comme ça, c'est le principe du débat, et je trouve ça chouette de pouvoir vous proposer des positions auxquelles vous n'adhérez pas forcément. Donc, juste pour vous donner ma grille de lecture qui est celle-là, c'est que je considère qu'aujourd'hui, dans la guerre culturelle qui est menée, tous les médias en France sont dominés par des idéologies, et ces médias ont pour objectif de faire de la propagande. Donc, quand complément d'enquête, c'est-à-dire le service public, fait un reportage sur CNews, c'est idéologie contre idéologie. Donc en fait, CNews va reprocher à complément d'enquête un manque de déontologie, un manque de rigueur, des fake news, un biais partisan. Ce que France Info, ce que le service public va reprocher exactement de la même manière à CNews. Donc en fait, c'est pas une question de fond, c'est une question de forme. Jamais ces deux médias ne seront sur la même longueur d'onde, parce que dans une logique de marché tout à fait classique, ils ont intérêt à s'opposer. Donc tout ce que vous allez entendre dans les réactions, notamment des pro CNews qui ont voulu défendre leur boutique, en fait c'est juste une défense partisane de deux entités qui ne sont pas faites pour cohabiter, donc qui se mettent sur la gueule avec les mêmes arguments, des arguments qui sont interchangeables. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a dans ce reportage ? On a plein d'extraits. Avec complément d'enquête, l'équipe de complément d'enquête, qui dénonce ce qui se fait. Il y a plein d'extraits de pratiques, de choses comme ça. On commence avec ce passage-là, par exemple, plutôt intéressant. Il m'a dit, écoute, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022. Et à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Désormais première chaîne d'information en continu de France, CNews bat des records d'audience. Le succès de cette chaîne, c'est qu'elle est anti-idéologique. Régulièrement épinglée par le gendarme de l'audiovisuel, comme pour ses propos. Là, on en est à un point où l'immigration tue. Attends, en fait, c'est plus ou moins la bande-annonce, ça. Oui, avec Prisca Thévenot, bon, c'est à peu près ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme extrait que je voulais vous montrer ? On a par exemple le lien entre Bolloré et Éric Zemmour sur la campagne, ça aussi c'est un autre passage. Je crois qu'on a compris ce qu'était devenu Vincent Bolloré quand il a commencé à soutenir Éric Zemmour. Il a vu tout ce qu'il pouvait tirer de la personnalité d'Éric Zemmour. Il y a eu un feat entre les deux, il fait penser à peu près les mêmes choses. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ce qui est frappant quand on écoute Éric Zemmour, c'est combien ce qu'il dit est personnel, unique, différent. Comme l'illustre cette façon de crier « Vive la République » et surtout « Vive la France ». Après avoir eu son siège de chroniqueur sur CNews pendant 2 ans... Bonjour à vous Éric Zemmour. Bonjour et je suis contente de vous retrouver. Le candidat Zemmour est désormais invité en majesté sur tous les plateaux. Voilà, bon, après, vraiment, je vous invite à regarder le documentaire parce qu'au vu de la conclusion que je vous ai déjà proposée, en fait, ces extraits n'ont pas beaucoup d'intérêt. Vous avez plein de choses. Il y a le passage avec Goldnadel, par exemple, qui est passionnant de conneries. Je n'y connais rien, mais j'ai de l'instinct. Je dis absolument ce que je veux. Selon ce fidèle chroniqueur, le conservateur maître Goldnadel, ce franc-parler, c'est justement ce qui plaît aux téléspectateurs. Il m'intéresse d'exercer mon influence. Et je pense que les gens sont aussi assez intéressés par mon point de vue. Voilà, donc en toute tranquillité, vous avez un intervenant médiatique qui dit « J'exerce mon influence » d'un Gilles William Goldnadel dont on connaît les proximités avec le pouvoir israélien, rappelons-le quand même. Donc bref, vous avez compris, je vous invite à regarder le reportage, vous faire votre avis déjà sur tout ça. Bon, il y a un point qui a beaucoup fait parler et vous allez voir qui est très intéressant. Un point qui a beaucoup fait parler, qui est une erreur factuelle qui a été reproché à complément d'enquête. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné une réflexion sur le temps de parole. Regardez, voilà cet article du Point qui en parle.
Interrogé par Le Point après un rapport de Reporters sans frontières repris dans le complément d'enquête, l'Arcom affirme n'avoir constaté en mars 2025 aucun problème de respect du pluralisme sur CNews. Donc en gros, vous avez une séquence dans le complément d'enquête où ils expliquent qu'en fait Reporters sans frontières a dénoncé CNews sur un manque de pluralité parmi les invités présents sur les plateaux, et en fait c'est pas vrai, il y a des statistiques qui ont été plus ou moins manipulé pour taper encore sur CNews. Merci à Orlov 1389 pour le sub 25e mois. Donc rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf sous le soleil. On a des journalistes qui manipulent des données pour faire un reportage qui fait peur. Et en l'occurrence, là, c'est tapé sur CNews. Mais alors, vous avez tous les pros CNews. Tiens, je peux vous montrer la séquence. Voilà. La séquence, c'est celle-ci qui est critiquée, c'est celle-là, regardez. Quand on regarde cette étude de Reporters sans frontières dévoilée cette semaine qui montre que les hommes et les femmes politiques de gauche sont diffusés la nuit sur CNews pendant que les gens dorment, alors que l'extrême droite est diffusée très majoritairement en prime time, est-ce que c'est pas une manière de... Là, c'est rien de nouveau sous le soleil ou sous la lune, si l'on veut. Moi, je me rappelle de campagne présidentielle. C'est pas le cas. Voilà, Quand on regarde... Ce sont ces statistiques-là qui sont critiquées avec une manipulation des données par France Info. Enfin, par France 2 en l'occurrence, et les équipes de complément d'enquête. Bon, ça c'est une chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas depuis ce matin ? C'est-à-dire qu'on a tous les pros CNews qui sont en train de monter au créneau, notamment sur ce point-là, en disant l'enquête est biaisée, c'est partisan, c'est un scandale. Regardez par exemple Pascal Praud, invité sur Europe 1, donc c'est-à-dire circuit court du producteur au consommateur, c'est-à-dire il passe de média Bolloré en média Bolloré, et on a Pascal Praud qui nous a dit ça ce matin. Tout ça pour ça, quoi. Moi, j'ai regardé hier, j'avais quasiment le fou rire, parce qu'il n'y a rien. Vous avez appris des choses sur vous-même ? Alors, je resitue pour les auditeurs d'Europe 1, on parle du complément d'enquête hier soir sur France 2 à charge contre CNews. Hein. Bon, il y a une révélation, c'est vrai, fracassante, que j'ai apprise hier soir. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. C'est vrai. J'ai appris ça. On a les journalistes des médias Bolloré, enfin les journalistes même intervenant sur CNews, qui viennent se défendre, qui viennent expliquer que c'était des conneries, que tout est manipulé, que c'est un scandale. Alors on a vu vraiment les responsables du service après-vente pro CNews, on les a eus. On a eu Pascal Praud, on a eu Sonia Mabrouk, on a eu Sarah Knafo, on a eu Éric Morillo également. On a eu tous les responsables du service après-vente, les pros CNews qui certains feraient des pieds et des mains pour avoir un peu d'antenne là-dessus, d'autres qui y sont déjà. On a eu tout le monde qui est venu, c'est un scandale, c'est n'importe quoi, reportage à la con, tout le monde sort les trompettes. Je vous le redis, par rapport à ce que je vous expliquais au début concernant ma grille de lecture, tout ça c'est du cirque en vérité, parce que ce sont des idéologies qui se confrontent pour mieux dominer les esprits. Mais si vous voulez, c'est un système dominant qui a juste plusieurs facettes qui font semblant de se mettre sur la gueule. Mais on est dans un gigantesque entre-soi où, la réalité est que dans les coulisses, pas certain que ces gens-là se détestent véritablement. Et bizarrement, alors là, attention. Moi, je veux pas, parce que t'as vite fait de dire oui, Rémi cherche les emmerdes, à chaque fois il parle de tout ça. On a eu tous les responsables, je vous l'ai dit, du service après-vente pro CNews qui sont passés en insistant sur un truc qui a été manipulé, alors qu'en vérité, une grande majorité des journalistes font ça à longueur de journée, de tordre le réel pour que ça rentre dans leur grille de lecture, que ça rentre dans la propagande qu'ils veulent impulser. Tout le monde fait ça. Et là, les pro CNews nous disent c'est un scandale, c'est un scandale. Et ils ne parlent que de ces fameuses statistiques où l'Arcom a dit c'est pas vrai, tu vois. Et ce qui est trop bizarre, mais alors là, c'est bizarre. C'est que tout le monde ne parle plus que de cette histoire d'Arcom, de quelques séquences à la con dont on apprend que des journalistes ont des consignes de taper sur les musulmans, sur CNews, super, sans déconner. Et bizarrement, il y a un passage qui fait pas parler. Alors c'est marrant. Après, moi, je sais pas. Voilà. J'ai pas entendu les Morillo, les Knafo, les Mabrouk, les Pascal Praud. J'ai pas entendu la fine équipe nous parler de cette séquence-là concernant l'une des victimes de Morandini qui avait 15 ans. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on nous expliquait que les victimes de Morandini étaient des jeunes hommes quasiment adultes. Et en fait, on comprend qu'il y avait beaucoup plus de mineurs que prévu. Regardez cet extrait-là. Bizarrement, les responsables du service après-vente en ont pas parlé. Il me parle un peu d'une série qu'il souhaite mettre en place, si j'ai l'habitude de la nudité, si ça me dérange, comment je me douche, tout ça, tous ces sujets un peu hyper intimes pour quelqu'un de 15 ans.
Et à un moment, il me demande, comme un défi pour lui, de lui envoyer une photo de moi nu. Il y a 10 ans, Axel rêvait de faire un stage dans l'audiovisuel. Fan de Jean-Marc Morandini, il le contacte sur les réseaux sociaux. Il était très réactif et il utilisait un vocabulaire qui me mettait à l'aise en tant que jeune qui parlait à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. L'adolescent tente d'y échapper. En fait, je suis mineur, donc je veux pas de problème. Oui, en même temps, il y a rien de grave. Tu t'amuses comme tu veux, lol. Dans l'espoir du stage, ils n'auront pas le dialogue. Il est insistant tous les jours, je sais qu'il va me demander la photo de manière très lourde. Donc chaque jour, j'essaie de repousser. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai pris une photo d'internet et je lui ai envoyé. Voilà, tu vois. Ce jour-là. Et c'est bizarre, on n'entend pas les amoureux de CNews complices d'un pédocriminel, on les entend pas. On les entend pas dire « Ah bah tiens, complément d'enquête, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit ». À la rigueur, ils pourraient, c'est tout à fait leur droit, ils pourraient dénier ce qui a été dit sur Morandini et nous refaire le chapitre de « Si on tape sur CNews, c'est qu'on veut nous faire taire ». C'est marrant, on les a pas entendus là-dessus. C'est rigolo, hein. Donc, je vous parle de ça. Alors, il y a ce que je vous disais sur ma grille de lecture au début de la séquence. Sur Morandini, je vais pas refaire 20 minutes, on en a déjà parlé cette semaine. Mais juste de dire que, et ça va, c'est dans le sens de ce dont on va parler dans quelques instants, on est dans le cirque Pinder, et qu'en fait, on reste dans un entre-soi qui prend notre cerveau pour un club échangiste, où on se fait baiser à longueur de journée, on se fait renverser à croire qu'il y a des camps, qu'il y a des gens d'extrême droite, de gauche, le service public, les CNews, les machins. Mais vous voyez bien que ça se protège, même complément d'enquête dans leur communication autour de ce reportage, alors qu'ils devraient insister. Aujourd'hui, vous avez un pédocriminel à l'antenne, je veux dire, et on s'en fout, c'est pas une question de CNews. Si c'était sur LCI, je vous dirais la même chose. D'ailleurs, je vous le dis, quand Daniel Cohn-Bendit passe sur LCI en débat. Donc, ce qui est fou, c'est que on comprend qu'il y a un entre-soi, on comprend qu'il y a une complicité généralisée, et le cas Morandini en est la preuve. C'est-à-dire que même complément d'enquête ne tape pas comme il devrait taper. Ils évoquent le truc à demi-mot, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et sur CNews, les pro-CNews, je le redis, vous êtes des saloperies, vous êtes des complices de Morandini. Il n'y a pas d'autre terme. C'est bien beau de faire des vidéos à longueur de journée, de dire « Brigitte Macron, vous vous rendez compte, il avait 14 ans, Emmanuel Macron. » Bon, ben là, le gars qu'on a entendu parler, il en avait 15. Donc en fait, même ce que vous prétendez défendre dans une ligne alternative, dans une ligne dissidente, quand vous faites des gorges chaudes à dénoncer le couple Macron, ben en fait vous êtes des merdes intellectuellement, parce que vous n'avez même pas l'honnêteté de dénoncer des faits proches quand il s'agit de Morandini. Donc c'est ça qui me sidère le plus. Et demain, il se passe la même chose sur un média pro-LFI, je vous dirai la même chose. On peut parler de l'affaire Cotino, si ça rassure les gens qui regardent CNews. Cotino, c'est pareil, il y a une complicité organisée. Là, on parle de pédocriminalité, il y a une complicité organisée dans nos élites autour de la pédocriminalité. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Regardez l'affaire Cotino, personne ne leur en tient rigueur, et on n'en parle plus de ce truc-là, alors que la gravité des faits, on en parlait il y a quelques jours dans le Juste Bistrot, est sidérante. Donc, c'est la seule chose en fait que je retiens de ce complément d'enquête, c'est juste une nouvelle démonstration de l'illusion de la dissidence, de l'illusion de médias qui ne sont pas d'accord entre eux, de l'illusion d'un combat pour la vérité. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce complément d'enquête, que je vous invite à regarder parce que c'est plutôt intéressant de voir comment se manifeste ce combat factice dans nos médias, et de voir qu'aujourd'hui on trouve CNews qui semble être le média de la vérité. En fait, on sait déjà qu'on va se faire avoir parce que CNews tolère des choses énormissimes. Je ne vais pas reparler de Morandini, on l'a fait il y a quelques jours, mais là, en l'occurrence, il y avait ce reportage diffusé hier. Et donc, je voulais vous parler de ça. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez, les copains, votre réaction un peu là-dessus. Quel est votre avis sur ce documentaire? N'hésitez pas. Il y a Lux Talua, 88, qui dit « Il faudrait tellement que tu ailles le dire à Europe 1 le midi. Parfois, je suis à ça de le faire. » Ah ben non, je n'irai jamais foutre les pieds sur un... Bon, déjà, parce qu'à mon avis, je ne serais pas invité. Mais je n'irai jamais foutre les pieds sur un plateau mainstream. Ça a été... C'est le grand raisonnement du moment. Pourquoi faire, en fait? Aujourd'hui, on nous présente CNews comme un média alternatif. C'est Toxin qui nous a sous-entendu ça, que CNews, en fait, c'était pas vraiment un média mainstream. Donc on voit bien que cette porosité est en train de se mettre en place, et il est hors de question que j'aille foutre les pieds là-bas. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, la situation ne se posera sûrement jamais. mais tu vois, je me suis posé la question, si un jour un média mainstream
m'invite pour parler du spectacle Zinzin, donc avec une fenêtre de promotion intéressante, mais je vais pas vous mentir, je refuserai par éthique, mais comme on dit, je vais m'en mordre les... voilà, je vous laisse continuer la phrase pour pas être mal poli, mais véritablement, j'y ai pensé à ce cas de figure-là, de dire, mettre un pied dans les mainstream pour la promotion du spectacle Zinzin, bah tu vois... Je devrais refuser, c'est normal pour être cohérent. Mais putain, ça, c'est dommage. C'est sûr qu'on peut renoncer à des avantages. Ça, c'est vrai qu'on peut renoncer à des fenêtres de communication, des fenêtres de publicité. Mais bon, bah, c'est comme ça, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a Drawcaster qui dit ils essaient de balader les contestataires vers des fausses pistes. Synchronique, Toxin veut devenir mainstream, c'est trop flagrant. Kong Bietso, ce sujet c'est mieux que le F-35, réellement furtif et à géométrie variable. Et en plus, ça décolle sans s'écraser. Tonton Jackie, c'est le journaliste politique. Il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Ça résume bien l'affaire. Je suis plutôt bien d'accord avec ça, les amis. Donc, on va enchaîner direct parce que on est en lien. On est en lien avec ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de réfléchir avec vous. On est vendredi. On finit la semaine tranquillement. On finit la semaine de manière détendue. Et... on va parler de cette phrase qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. On va être entre la philo, la politique, l'actualité, même des solutions pratiques. Vous allez voir, diviser pour mieux régner, c'est la phrase que l'on entend à fond ces derniers temps, vous le savez. Véritable stratégie médiatique, stratégie politique qui existe depuis plus de 500 ans. Et aujourd'hui, tout cela n'a jamais été autant d'actualité. De Machiavel à Macron, et après, parce qu'on a déjà les nouveaux visages du diviser pour mieux régner. Donc, on va parler de ça dans un peu la continuité de certaines vidéos que j'ai pu vous proposer ces derniers temps, les amis. Des vidéos où on réfléchit, on prend le temps, parce qu'on a le temps, parce qu'on n'est pas dans l'immédiateté de l'actu, mais en même temps, on va parler de sujets brûlants qui nous permettent d'avoir un autre regard sur l'actualité, sur la société qui nous entoure. Et là, aujourd'hui, je vais même vous proposer des solutions pour identifier les manipulations liées au divisé pour mieux régner. Il y a un truc, il y a un côté le roi Merlin. Enfin non, pas le roi Merlin, parce que sinon t'es un gauchiste. Ah, il paraît que t'es directement en lien avec Daesh et tu vas acheter des vis chez le roi Merlin, c'est frontière, ils ont dit tu peux plus, faut faire gaffe. Donc Castorama, voilà, Castorama. Là vous allez voir, c'est un kit, c'est un kit pour identifier le divisé pour mieux régner. On va remonter le temps, aller au contact de ce que nous disait Machiavel. On va comprendre comment tout ça s'est manifesté sous Emmanuel Macron, qui est quand même à cette stratégie du diviser pour mieux régner, ce que Clara Morgan est à la levrette. Il y a une envie de bien faire. Et on va aussi essayer d'identifier les nouveaux visages du diviser pour mieux régner, les nouveaux clivages qui sont en train de se dessiner sous nos yeux et que pour l'instant, on a peut-être encore un peu du mal à identifier. Tu vois, donc... Là, je suis quasiment Bernard Poivreau. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire l'émission toute ivre pendant 1h30. Il y a un côté intelligent. Là, je pourrais mettre des lunettes. Attention, on va parler de choses très intéressantes. Donc, on va remonter le temps. On va commencer à la base de la base, à la mamelle de cette théorie, si j'ose dire. Mamel Wally, excellent danseur. On va aller direct au contact du texte de Machiavel. Ce texte que vous connaissez peut-être intitulé Le Prince, qui est l'un des premiers grands traité de politique que je vous invite vraiment à découvrir. Il est édité en poche aujourd'hui, par exemple chez Folio. Vous pouvez l'avoir pour 6-7 balles, c'est pas très cher. Et c'est l'un des bouquins les plus fondamentaux pour comprendre même la politique d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, si vous voulez, la couverture de l'édition qu'il faut acheter si vous allez dans votre libraire qui est pas loin. On évite les grosses boutiques, on va chez le libraire du coin. Il est sûrement sympa, bon, il sent la clope, et on s'en branle. Regarde, c'est cette édition-là qu'il faut acheter. Enfin, si vous faites ce que vous voulez en vérité, mais Folio classique, ça coûte que dalle. Vraiment, ça coûte que dalle. Et c'est l'un des textes les plus importants pour comprendre un petit peu la politique telle qu'elle était menée il y a 500 ans, et en vérité ça n'a pas beaucoup changé. Il y a 500 ans, Brigitte Macron avait 14 ans. Alors tu vois, c'était hier, et comme chantait Brigitte Macron, il venait d'avoir 14 ans, il était jeune comme un enfant au théâtre. Et en ce moment je suis dans la chanson, ouais. Et j'ai envie de chanter en ce moment. J'ai envie, tu vois, de chanter du Dalida. Moi, je veux mourir dans la Seine en baignade avec Hidalgo.
Bon, j'ai pas dit que je chantais bien. Mais donc, ce texte, il faut le lire. Il faut le lire, ce texte, Le Prince de Machiavel. Ça peut être... Je vous donnerai peut-être des devoirs de vacances, tiens. On va voir ça, on va en reparler à la fin de l'année 2025. Là, je vous ferai peut-être des devoirs de vacances. Voilà. Machiavel, le Prince. On va se concentrer sur une partie spécifique de ce livre, de ce traité de politique, concernant le fameux « diviser pour mieux régner ». Et évidemment, cette phrase que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendue, qui d'ailleurs, sous la plume de Machiavel, est plutôt « diviser pour régner ». D'ailleurs, dans la traduction d'un texte qui a été écrit en italien au départ, « Italia ». La 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 la, la la la, Fratelli d'Italia. L'hymne italien, évidemment, qui veut dire... les flatulences de l'Italie. Fratelli, il me semble. Après, voilà, je suis pas ouf. Donc, Machiavel, dans ce diviser pour mieux régner, part d'un principe très simple, c'est qu'il conseille au prince, avec un P majuscule, donc aux dirigeants d'un pays, si vous voulez, c'est un traité politique assez universel, qui se veut universel en tout cas, conseille au prince de diviser les gens qu'il domine, diviser les pays qu'il domine, pour mieux régner, pour faciliter son règne. Attention, le fait de diviser pour mieux régner n'est pas une finalité, c'est une tactique. Donc c'est-à-dire que c'est une tactique à appliquer au quotidien, mais ça ne peut pas être une finalité. Une fois que vous avez divisé, ça ne s'arrête pas là. Il faut poursuivre un autre projet politique. Et Machiavel tire cette réflexion de son admiration pour la Rome antique. C'est-à-dire, notamment dans les discours sur Tite-Live, dont là c'est un autre livre, mais dans Le Prince il l'évoque aussi, donc je vous renvoie surtout vers Le Prince. Mais dans son livre des discours sur Tite-Live, Machiavel parle justement de son rapport à l'Empire romain et à la politique romaine qui était menée à l'époque, avec justement déjà cette capacité à diviser pour régner. Rome entretenait volontairement des rivalités entre les différentes cités italiennes qui composaient l'Empire romain en Italie. Et la stratégie de nombreux empereurs romains était de diviser justement les ententes entre les autres villes de l'Empire romain pour éviter qu'un jour, l'une d'entre elles ait envie d'être plus forte que Rome. C'est-à-dire, c'est un petit peu la grenouille qui se rêvait plus grosse que le Gérard Larcher. Donc déjà, la Rome antique, on avait cette pratique-là, du diviser pour mieux régner. On avait par exemple Rome qui concluait des alliances avec les villes les plus faibles et qui écrasait les villes les plus fortes dès qu'ils devenaient menaçants. C'était pareil d'ailleurs avec les peuplades qui composaient l'Empire romain, les peuplades conquises qui étaient gérées de manière différente selon qu'elles étaient fortes ou faibles. Et donc au bout du compte, Rome, jusqu'à à peu près... son effondrement, n'a jamais été trop dominé par d'autres cités, par d'autres peuplades. Après, c'est évidemment les barbares qui, de l'intérieur, ont fait tomber Rome. Mais on n'est pas là pour parler de l'effondrement de Rome. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez sur le plan autoroutier, mais tous les chemins mènent à Rome. Et comme dirait Renaud, tous les chemins mènent à Rome. Qu'on embrasse, Renaud évidemment, qui vient tout récemment de se marier avec une femme qui s'appelle Cerise. Voilà, si elle tombe enceinte, ce sera un mon chéri. Donc, se diviser pour mieux régner, on reste chez Machiavel, est un outil politique redoutable. On le voit, nous d'ailleurs, tous les jours, avec une efficacité redoutable. Et on va justement se poser la question des applications du diviser pour mieux régner. Comment ça se manifeste aujourd'hui ? On va voir comment Macron l'a érigé en art et comment ça va continuer à se pratiquer sans que pour l'instant nous ne le percevions véritablement. Donc, on va creuser tout ça, les amis, avec ce premier pilier. Déjà, d'aller encore un petit peu plus loin dans l'interprétation de la stratégie du diviser pour mieux régner. Comment Machiavel expliquait la division ? Pour vraiment comprendre la théorie dans ses rouages les plus fins, avant de voir comment Macron l'applique et d'autres. Donc, pourquoi diviser ? En fait, déjà, c'est « ¿Por qué dividir ? ¿Por qué te vas ?» également. Pourquoi diviser ? Pourquoi diviser ? Eh bien, déjà... tout simplement pour éviter qu'un groupe soudé ne conteste l'autorité. C'est la même dynamique qui était poursuivie durant la Rome antique. L'objectif de diviser, c'est de scinder les forces, de diviser les forces, pour éviter qu'un jour, un bloc constitué soit trop puissant. Ensuite, l'intérêt de diviser, c'est de forcer les opposants à s'opposer entre eux. C'est-à-dire que non seulement vous allez éviter un groupe constitué, et un peu les sortes d'îles que vous allez fabriquer, les îlots de citoyens que vous allez fabriquer, l'idée que ces gens-là se détestent entre eux, pour éviter qu'ils ne se constituent sur le long terme, qu'ils restent dans une opposition horizontale plutôt que verticale par rapport à la tête du pouvoir. Le troisième intérêt de la division, c'est de donner l'impression que le pouvoir est au-dessus de la mêlée. Parce que le jour où vous avez un groupe constitué,
de citoyens ou de villes ou de peuples, de ce que vous voulez. Vous avez un groupe constitué qui regarde les yeux dans les yeux un pouvoir en place. On a un rapport de force qui n'est plus le même. On n'a plus un rapport vertical de dominant-dominé. On a un rapport égal, à hauteur égale. Donc, voilà pourquoi Machiavel considère que la division est très importante. On évite qu'un groupe trop fort soit soudé, on force les opposants à s'opposer entre eux, et on donne l'impression que le pouvoir en place reste au-dessus de la mêlée, qu'il reste dans une position de dominant. Et puis, tout ça fait que, dans le quotidien, dans l'application concrète du diviser pour mieux régner, tout le monde est occupé à se mettre sur la gueule. Vous avez... On va commencer gentiment à l'appliquer à la France, évidemment, mais vous avez les fonctionnaires qui mettent sur la gueule des cheminots, qui mettent sur la gueule des enseignants, qui mettent sur la gueule des patrons, qui eux-mêmes mettent la gueule sur les start-upers, qui eux-mêmes mettent sur la gueule des politiciens. Vous avez des îlots de citoyens qui désirent ce qu'ont les autres, les avantages qu'ont les autres, et donc vous avez des bagarres à un niveau horizontal. Et pendant que ces îlots de citoyens se mettent sur la gueule, personne ne regarde qui signe les décrets en haut. Qui tient le stylo qui fixe, qui forge les menottes que chaque groupe de citoyens a autour des poignets. Donc l'avantage de maintenir une division horizontale fait que vous n'avez pas d'élévation verticale pour regarder qui est le responsable des malheurs de tout le monde. C'est simple, vous avez compris l'idée. On l'appliquera évidemment dans quelques instants aux gilets jaunes. Donc aujourd'hui, parce qu'on arrive justement un petit peu dans les manifestations contemporaines de tout ça, comment ça se bricole, les techniques machiavéliennes, d'où l'adjectif machiavélique, qui veut dire issu de Machiavel. Voilà, c'est un petit peu comme bergévélique. C'est un adjectif qui nous vient d'Aurore Berger. Ça veut dire faire de la merde et parler comme une connasse. Mais cet adjectif n'existe pas. Bergévélique n'existe pas. Alors que machiavélique, oui. Machiavélique, ça existe, c'est dans le dictionnaire. Bergévélique, non. Vous avez également l'adjectif dithyrambique, mais qui n'a absolument rien à voir. Et qui ne se rappelle pas à un monsieur qui s'appelle Ditir. Fabrice Ditir, d'ailleurs. Mais rien à voir. Là, je m'égare, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Comme Hélène, qu'on embrasse, qui s'égare. Comment ça se fait aujourd'hui ? Quelles sont les techniques machiavéliennes contemporaines ? On a le fait de créer des faux camps. Dans cette logique de division d'îlots de citoyens, on va attribuer des fausses étiquettes pour diviser les gens. Pour faire très simple, vous allez comprendre tout de suite, anti-vax, pro-vax. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Des étiquettes qui n'existent pas. Un pro-vax, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Tiens, et si je me faisais 15 doses ?» À moins d'être acupuncteur, tu vois. Non. Ou alors à moins d'être adepte des gangbangs, ton projet n'est pas de te faire trouer la journée, tu vois. Donc pro-vax, c'est ridicule. Donc ça, par exemple, c'est un faux camp. On crée des fausses étiquettes pour fabriquer puis entretenir la division. Autre technique machiavélienne contemporaine qu'on peut voir dans la politique, par exemple de nommer des ministres qui incarnent des blocs opposés pour provoquer des rivalités internes. On détaillera ça dans quelques minutes. Vous avez le fait de déplacer, troisième technique contemporaine, de déplacer le débat sur des sujets émotionnels. Prenez par exemple ce qu'avait fait Libération, cette photo terrible du jeune Aylan en 2015 d'un gamin échoué sur une plage européenne, gamin décédé, cette photo qui avait fait la une de nombreux médias à travers le monde. C'est-à-dire que pour traiter de la question de l'immigration, on le déplaçait sur le terrain émotionnel. Qui, devant cette photo d'un enfant mort sur une plage, pouvait dire « Oui, non mais attendez, le sujet c'est l'immigration c'est pas bien ». On est sur le terrain de l'émotion pour mieux entretenir les divisions, entretenir les désaccords et faire perdre tout contact à la réalité des enjeux, à la réalité des débats. Donc ça, c'est une technique clairement machiavélique, j'ai envie de dire. Et puis d'utiliser la peur, je vous fais même pas un dessin, ça vous avez compris. Donc voilà un petit peu comment on peut analyser, en tout cas voilà comment je vous propose. Tu vois, en plus, tu as vu, j'ai pris un temps littéraire. Comment on peut analyser, poser des questions, comme disait Oussama Ben Laden, para bailar la bomba. Non, il n'a jamais dit ça, c'est un groupe espagnol. Voilà comment on peut analyser, un peu dans les rouages les plus fins, le diviser pour mieux régner. Comment ça se manifeste concrètement depuis la pensée de Machiavel il y a 500 ans à aujourd'hui. Et évidemment, on va continuer à creuser, à se poser des questions sur les applications modernes, les applications contemporaines, en allant voir ce que fait Jupiter. Ben oui, l'amoureux de Madame Doubtfire. Comment il fait, Macron ? Parce que depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, c'est vrai, est un spécialiste du diviser pour mieux régner.
Vraiment, la division, c'est son truc. Un petit peu comme les bourreaux qui décapitaient les gens à la Révolution, il y a une envie de diviser. Il y a une envie, voilà, tout ce qui est association tête-corps, ça dégage. Il y a une volonté de maintenir cette division, d'être exactement dans l'application de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va passer à la fois un petit peu vite, parce que je sais que ça va évoquer beaucoup de choses chez vous, parce qu'on vit tous ça, on a tous vécu ça, et on s'en rappelle parce qu'on va parler de périodes pas cool, comme le Covid, par exemple, mais on peut même remonter à la genèse politique d'Emmanuel Macron, pour comprendre à quel point le diviser pour mieux régner est un moteur chez lui. On se rappelle l'émergence de ce personnage incroyable, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, qui devient ministre de gauche, c'est comme un petit peu un mec qui n'a pas de main qui devient proctologue, tu dis ça surprend, surtout les patients. Bon les patients c'est nous, et dès que Macron arrive en 2016, se pose une nouvelle grille de lecture politique qui fera date, pas le fruit évidemment, ni droite ni gauche. Ni droite ni gauche. Emmanuel Macron, il arrive en marche, c'est ni droite ni gauche. Il y a tout le monde avec lui, c'est le monde d'après, c'est la Startup Nation, mon cul sur le buffet, on est parti. C'est la majorité ni droite ni gauche. Emmanuel Macron brise le clivage historique, pour créer un flou qui à la fois contribue à diviser pour mieux régner, mais sans le dire. C'est là où c'est un coup de génie politique. C'est-à-dire que tout le monde devient ennemi de tout le monde. Quand Macron constitue ses premiers soutiens, on a des profils de gauche, feu Gérard Collomb, Richard Ferrand, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, qui fera ce qu'il veut avec la loi, un petit peu comme un maréchal. Maréchal Ferrand, voilà, t'as capté la blague, parce que je fais également des blagues sur scène. Je ne suis pas qu'un physique. Macron va récupérer des profils de droite, Édouard Philippe, Darmanin, et des membres du centre, Bayrou, qu'on embrasse, évidemment. Bayrou, l'affaire Bétaram. On rappelle que entre le couple Macron et l'affaire Bétaram, il n'y a jamais eu autant d'affaires de mineurs au gouvernement que dans Germinal. Donc, c'est ça En Marche. Au départ, c'est ça. C'est la confusion à tous les étages et des profils issus de tous les bords qui se mettent autour du Mozart de la finance. Donc, le paysage politique devient illisible. Parce qu'il est impossible à attaquer frontalement. Et là, pour ceux qui ont suivi, vous allez me dire, mais Rémi, alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette chemise de merde ? Mais c'est pas le sujet. Vous allez me dire, attends, ça fait 15 minutes que tu nous expliques diviser pour mieux régner, alors que Macron, il a rassemblé. Si on regarde le truc. En Marche, c'était un rassemblement de gens issus de partis différents. Et bien précisément pas, parce que ce qu'il faut regarder, ça n'est pas que Macron est rassemblé. C'est que Macron a installé de nouvelles divisions entre des gens de gauche macronistes et ce qui est resté de la gauche. Et puis des gens de droite macronistes et ce qui restait de la droite. C'est là où, avant, il y avait le centre, la gauche, la droite. Désormais, on avait des gens du centre et des gens du centre macronistes, des gens de gauche et des gens de gauche macronistes, des gens de droite et des gens de droite macronistes. C'est-à-dire que Macron a multiplié par 2 ou 3, je ne suis pas mathématicien, les clivages existants. Donc le diviser pour mieux régner, qui ne dit pas son nom. Parce qu'un bon diviser pour mieux régner, ça ne se voit pas. C'est comme une tromperie. Tu ne te mets pas à sucer la moitié du quartier devant ton conjoint. Eh ben oui, faut de la discrétion. C'est comme ça, Nathalie. Alors, si vous appelez Nathalie, ne vous vexez pas, ça n'a rien de personnel. Didier aussi, s'il déglingue la femme de ménage, faut être discret. Parce qu'à un moment donné, ça s'entend en fait. Donc faut faire gaffe. La méthode Strauss-Kahn, très important. C'est ce qui est important dans le diviser pour mieux régner, c'est qu'évidemment, ça ne soit pas grossier. Que la stratégie ne soit pas grossière. Donc ça, c'est Macron. Macron déboule. Ça commence comme ça. Ça a commencé comme ça. C'est Louis-Ferdinand Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Parce qu'il y a de la littérature également. Donc, ça, c'est au départ. On a vu dans l'exercice de sa politique, et ce que je vais vous dire est finalement assez récent, on a vu dans le diviser pour mieux régner que Macron l'appliquait même au sein de son propre gouvernement. On se rappelle la mise en concurrence interne entre Darmanin, qui était à l'intérieur, je parle du ministère, pas de ses victimes, et Dupond-Moretti, qui lui était à la justice. Fin de la blague. On a vu 2 ministres qui étaient volontairement mis en situation de rivalité, avec l'un qui incarnait la ligne sécurité, l'autre la ligne justice humaniste. Et donc, là encore, on a l'entretien d'une division, l'entretien d'un clivage, qui permet même au sein de l'entourage le plus proche de Macron d'être dans la division.
On pourrait parler aussi du choix des ministres d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été anodin. À l'époque où on avait Schiappa, Ndiaye, Darmanin, Attal, chaque politicien représentait une sorte de tribu politique différente, avec des axes, avec des tendances, avec des positionnements. Et donc le gouvernement devient un théâtre où chaque courant parle contre l'autre. Donc on pourrait faire ça pendant des heures. Mais je pense que vous avez compris l'idée que Macron est un spécialiste de ça, même dans son entourage le plus proche. Alors, pour trouver d'autres applications dans l'actualité, là encore, on va passer un peu vite, mais c'est important de le rappeler pour défendre ce que j'essaie de développer devant vous aujourd'hui. Des exemples récents de Diviser pour mieux régner, on en a une collection. On a une collection. Diviser pour mieux régner, d'ailleurs, on embrasse la famille Régnier de Monaco, qui n'ont rien à voir là-dessus, qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour, finalement. Les gilets jaunes. J'ai une petite dizaine d'exemples pour illustrer ce que je vous dis là. On va aller vite. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, très vite, tout a été mis en plus dans cette entente médiatico-politique, parce qu'il n'y a pas que Macron, il y a tout un système qui l'a porté au pouvoir. Les gilets jaunes, dès qu'on a trouvé un connard qui faisait une quenelle sur les marches de... C'était à Montmartre, si je dis pas de conneries, au Sacré-Cœur. Dès qu'on a trouvé un connard pour faire une quenelle, ça a nui à tout le monde. Ça a nui à tout le monde. Donc on a dit, les gilets jaunes sont antisémites. Un jour, il y en a un qui a cassé une vitrine, les gilets jaunes cassent des vitrines. Un jour, il y en a un qui a pété, les gilets jaunes pètent. Donc tout a été fait pour créer un clivage. On est passé de citoyens qui cherchaient à se faire entendre auprès du pouvoir en place à des casseurs, des antisémites, des racistes, tout ce que vous voulez. On a opposé l'opinion publique aux gilets jaunes. Vous avez évidemment le pass sanitaire, on en parlait. On est passé des pro-masques, anti-masques, au pro-confinement, anti-confinement, pro-couvre-feu, anti-couvre-feu, pro-vaccin, anti-vaccin, Pascal Pro, qui n'a rien à voir, parce que c'est son nom de famille également. Donc, le Covid, je développe même pas, vous avez compris que le Diviser pour mieux régner, là, était un moteur qui, pour le coup, était visible. Et je pense, ce qui a permis une prise de conscience encore plus rapide du côté du peuple, de gens qui voyaient bien qu'ils se faisaient avoir. On peut parler de la réforme des retraites, où là encore, on va diviser, par exemple, les boomers et les travailleurs. On va installer une division bidon sur la base d'un terme méprisant qui est celui de boomer et chercher à désigner un groupe de la population qui n'aurait pas intérêt à ce qui est la réforme des retraites. Je ne vous dis pas que ça n'est pas vrai. Évidemment que dans le groupe sociologique qu'on appelle boomer, il y a évidemment des gens qui sont contre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont pour et on ne les entend pas. Donc les médias donnent l'illusion de l'unicité d'un groupe social constitué qui penserait la même chose. Mais un groupe social constitué, ça ne veut absolument rien dire. Les femmes, ça veut rien dire. Les juifs, ça veut rien dire. Les homosexuels, ça veut rien dire. Les boomers, ça veut rien dire. Je pense qu'il y a une différence en termes de situation sociale. Si on prend le groupe, par exemple, des femmes, la femme, je sais pas, Liliane Bettencourt, ses enjeux socio-économiques ne sont pas les mêmes qu'une caissière du Lidl. C'est pour ça que les femmes, ça veut rien dire. Les noirs, ça veut rien dire. Les blancs, ça veut rien dire. Donc, le problème du Diviser pour mieux régner, c'est aussi ça. C'est que si on réfléchit 3 minutes et qu'on ne se laisse pas embarquer par la manipulation, on se rend bien compte qu'en fait, les cases utilisées n'ont absolument aucun sens. C'est-à-dire, les cheminots. Aujourd'hui, les cheminots, d'après les médias, t'as un mec dans un bureau qui est effectivement cadre à la SNCF qui doit rouler à 5 000, 6 000 balles, et puis t'as le stagiaire contrôleur qui vient de débouler qui est au SMIC. Donc ça veut rien dire. Et pourtant, les médias engrainent à partir de ces cases-là. Donc, la réforme des retraites, c'est pareil, on parle de les boomers. Les boomers, ça veut rien dire. Autre exemple, on peut parler, par exemple, tu vois, des agriculteurs. Les agriculteurs. On a un Divisé pour mieux régner encore récemment, où très vite, les médias nous ont dit, oui, mais attendez, dans les agriculteurs, il y a les viticulteurs. Et eux, ils sont blindés. Donc, vous voyez bien que les agriculteurs se plaignent pour rien. Vous avez compris l'idée. Je pourrais dérouler les exemples à l'envi. Il y en a beaucoup. Donc, si on résume déjà, où on en est là-dessus. Le maths, ça c'est super. À l'école d'ailleurs, c'était mes 2 matières préférées, maths et dessin. Voilà, l'humour lourd, c'est aussi mon truc. On embrasse Jean-Marie Bigard. Alors, c'est 2 putes. Non, l'imitation n'est pas maîtrisée. Donc, qu'est-ce qu'on vient de se dire ? Qu'est-ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent ? On a vu la base théorique de Machiavel. Le Prince, 500 ans. On a vu comment ça avait été pensé initialement. Avec Macron, on a des applications
concrète. Alors évidemment, vous pouvez faire un petit jeu de votre côté à l'appliquer sur plein d'autres choses. Vous pouvez l'appliquer à d'autres pays, à d'autres époques, et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout à l'heure, on fera une sorte de kit de survie intellectuelle, comme celui contre la guerre contre la Russie. Ils nous ont envoyé le kit, ça c'est important. Le beau kit, qui est une spécialité de la Réunion, c'est délicieux. Voilà, petite parenthèse gastronomique. En tant que gros, je défends. Les gros, ça veut rien dire. Mais faut pas les avoir à table. Je parle de ma confrérie. Beau kit, c'est très bon. Donc on va avoir un kit de survie intellectuelle tout à l'heure. Vous avez vu, on a résumé un petit peu tout ça, l'aspect technique, les applications concrètes à la lumière du règne d'Emmanuel Macron et de comment il a matérialisé tout ça. Mais évidemment, et là on va rentrer dans le truc juste milieu, où ça va gratter un petit peu, mais c'est l'esprit, on est là pour réfléchir, et on est là pour se secouer la carcasse, évidemment. Et on me dit Bokit c'est antillais. Voilà, donc j'ai sûrement dit des conneries, excusez-moi, c'est Bokit c'est antillais, ou alors tu peux le manger à moitié. Voilà, entier, il y a une sorte de jeu de mots, si vous voulez. Évidemment, le diviser pour mieux régner, c'est de Guadeloupe. Voilà, on me corrige dans le chat, excusez-moi. Je voudrais surtout pas avoir de problème avec nos amis guadeloupéens, je m'excuse. Et alors là, j'arrête cette vidéo, j'aurais plus rien à foutre. Non, je rigole, je m'excuse parce que je me suis trompé. Puis vous savez, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, qui n'est pas en Guadeloupe, ça pour le coup. Le diviser pour mieux régner, ça fait 500 ans que ça existe. Donc, vous vous doutez bien, et ça on en parle souvent sur Juste Milieu, si Macron s'en va, derrière on va garder ce système qui a fabriqué Macron. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ma position là-dessus. Je considère que Macron qui s'en va et le système qu'il a fabriqué qui reste, c'est ça qui est inquiétant. Ça n'est pas une satisfaction pleine et entière de voir Macron partir un jour. Les to be free. Donc, la question qu'on va essayer de se poser maintenant, qu'on a les bases théoriques du diviser pour mieux régner, qu'on a appris des trucs, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ça vous a intéressé. Quels sont les nouveaux visages du diviser pour mieux régner ? Vous doutez bien, c'est comme la mayonnaise, la recette elle a 250 ans ou 300 ans, la mayonnaise c'est bon, la mayonnaise ça continue d'exister. Et on va toujours trouver des gens qui vont rajouter des trucs, mais la base ça reste la mayonnaise. Donc là c'est pareil. Le diviser pour mieux régner est la mayonnaise de l'enculerie politique. Cette phrase, vous pourrez vous la faire tatouer sur la fesse. Donc, quels sont les nouveaux visages en France, je m'intéresse à la politique française spécifiquement, du diviser pour mieux régner ? D'autant plus dans un contexte d'élection présidentielle qui se rapproche. En 2027, on y arrive tout à fait gentiment, les présidentielles se rapprochent, et donc il va falloir créer de nouveaux clivages. Macron en est un spécialiste, mais si Macron s'en va, parce que la question persiste, demeure même, si Macron s'en va, il va y avoir d'autres personnalités politiques. Donc il faudra créer d'autres clivages pour éviter que les citoyens ne prennent trop de force, trop de puissance. Et on en revient à ce que je vous disais au tout début, qu'un groupe de citoyens constitués puisse menacer le pouvoir. Donc il va falloir trouver d'autres raisons que les citoyens se mettent sur la gueule. Donc le départ de Macron, par rapport à tout ce que je vous ai dit, sur cette question du diviser pour mieux régner, il est fondamental. C'est-à-dire, quand Macron s'en va, il part avec lui, il prend avec lui toutes les conneries qu'on a mis dans le cerveau des gens, où on a dit, Macron, il a fait des divisions sur ça. Il va en falloir des nouvelles. Pour cela, je vous renvoie à l'analyse que j'avais faite sur la fabrique à Macron, donc qui est en lien direct avec ce que je vous dis, c'est cette vidéo-là. Vous pouvez taper Fabrique à Macron sur YouTube et vous allez voir, c'est cette vidéo-là. 2027, découvrez la Fabrique à Macron, Knafo, Glucksmann, Bardella. Essayons de se dire que vous avez vu cette vidéo en amont, ou même que vous avez vu des petits bouts, pour comprendre en fait ma position par rapport à 2027. Une fois de plus, je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue, mais dans cette vidéo, je développe pourquoi il va y avoir une reconfiguration complète du paysage politique français, avec de nouveaux visages pour nous faire croire au changement, à l'alternance, à la dissidence, alors qu'en fait, on a juste des nouveaux petits Macron, d'où le terme de Fabrique à Macron. Donc, je fais mon auto-promo, c'est-à-dire que j'ai pris un boulard de taré. Mais c'est un ensemble de réflexions qui va plutôt ensemble. Donc, le diviser pour mieux régner, je pars du principe que vous avez vu cette vidéo et que vous savez de qui je parle, je vais les citer, mais de qui je parle quand je parle des nouveaux Macron, de ceux qui vont remplacer Jupiter. On peut s'amuser dès à présent à regarder les clivages qui sont en train de s'installer de chaque côté de l'échiquier. Alors, je vous parle même pas entre les camps politiques. Gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, vous savez que par nature, il y a un clivage. Donc, j'en parle même pas. Mais ce qui est intéressant à observer, et là où on peut parler de macronisation de la vie politique française, c'est qu'on commence à avoir des sous-clivages au sein des mêmes partis politiques. Prenez par exemple la gauche. On va faire tout le monde, ne vous inquiétez pas. Prenez la gauche. Aujourd'hui, alors, on nous a vendu le modèle de la NUPES, puis du NFP,
c'est-à-dire une union factice des partis de gauche, parce que, évidemment, ça a servi à prendre le pognon des législatives, et après, en fait, on s'entend pas, tu vois. Donc, union factice où les électeurs ont été trahis, les électeurs qui ont cru à une union de la gauche, ils ont été trahis, donc ça, on est d'accord. Aujourd'hui, ce qui reste de cette fausse union, c'est qu'on voit un nouveau clivage en train de s'installer entre les partis de gauche, avec, grosso merdo, la France insoumise, et la gauche dite raisonnable, rangée derrière des gens comme Glucksmann, Hollande, Olivier Faure ou Karim Bouamran. Voilà, c'est pas les chevaliers de l'apocalypse, mais pas loin. Franchement, ils sont pas chevaliers. Bon, Glucksmann monte sur Salamé de temps en temps. Mais bon, quand tu les vois les quatre, tu te dis soit c'est Alliage qui fait un comeback, soit on est dans la merde. Je pense qu'on est dans la merde. Et d'ailleurs, même avec un comeback d'Alliage. Mais c'est pas tant le sujet. Vos goûts musicaux n'ont rien à voir dans cette vidéo. Donc, on voit qu'à gauche s'installe un nouveau clivage. Au sein même de la gauche. Avec une gauche désormais présentée comme raisonnable. Et la France insoumise qui serait déraisonnable. Cette gauche désormais antisémite, pro-Hamas. Est-ce que vous êtes pro-Hamas ? Hamas ? Ramasse le papier par terre. On a vu ce clivage qui s'installe, mais ça depuis les européennes 2024. Rappelez-vous, quand Rima Hassan explose sur le monde médiatique et qu'on en fait ce visage, cette porte-parole de la cause palestinienne, là encore, vous êtes d'accord, vous êtes contre, c'est pas le sujet, c'est pas vraiment pas le sujet de la vidéo. J'explique simplement ces clivages qui sont en train de s'installer. Quand Rima Hassan arrive au premier plan, tout de suite, c'est ce qui s'installe dans le discours médiatico-politique. En fait, on a clairement cette France insoumise qui, en fait, devient pro-palestinienne, donc pro-Hamas, donc Daesh, tu vois. Putain, ça va vite quand même. Les bretelles d'autoroute, faut suivre, parce que j'allais à Montélimar, je suis à Lille. Donc ça va vite, ça va très très vite. Et ce clivage est en train de se pérenniser. Aujourd'hui, vous avez deux gauches au sein de la gauche, avec Mélenchon et ses sbires d'un côté, et de l'autre côté, une gauche raisonnable, néolibérale jusqu'à la moelle. Enfin, si le socialisme de demain, c'est Glucksmann, moi, je vous le dis, je suis Lolo Brigida. Je vous le dis tout de suite. Donc, on a quelque chose d'assez fou. Et avec, là encore, un clivage en lien direct avec ce que je vous dis, en gros, d'une gauche pro-palestinienne et d'une gauche pro-sioniste. Clairement, on peut le lire aussi comme ça. C'est-à-dire, c'est deux gauches qui sont en train de se dessiner. À droite, c'est la même chose. À quoi est-on en train d'assister ? La droite et l'extrême droite sont en train de nous fabriquer leur nouveau front populaire à eux. Peut-être qu'ils l'appelleront autrement, peut-être ce sera Jean de secours, on ne sait pas. Donc, de quoi parle-t-on aujourd'hui à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique ? On parle d'union des droites. Vous avez vu, ça revient beaucoup. On nous parle de ça. D'une union des droites qui irait de gens comme David Lisnard, le maire de Cannes, pour un politicien qui avance à l'aveugle, on est dans le thème. On a quelqu'un comme Éric Ciotti, docteur d'enfer d'Austin Power. On a Sarah Knafo, la Schtroumpfette. On a Marion Maréchal, Le Pen, on a toute cette fine équipe qui nous dit en fait la solution c'est l'union des droites. Donc c'est la même escroquerie que le NFP. Ne vous inquiétez pas, c'est la même escroquerie. Il n'y a pas d'union politique. Il ne peut pas y en avoir entre des partis qui sont dans leur couloir initialement. À un moment donné, il y a une tête qui va chercher à dominer. La France, de par sa constitution politique, fait qu'il n'y a qu'un seul président, donc une seule présidente. Donc toutes ces histoires d'union aboutissent à une élection où on doit bien avoir qu'un seul candidat. On ne préside pas à 5. C'est-à-dire la France, l'Élysée, c'est pas le club des 5 en fait. Tu peux pas débouler, je suis avec 15 collègues, on peut rentrer. Non, en fait, il y en a un qui s'assoit sur le trône. Donc, toutes ces histoires d'union, à titre personnel, je trouve que ce sont des écrans de fumée pour tromper les électeurs. Et aujourd'hui, l'union des droites est rangée derrière Sarah Knafo. Nouveau clivage. On nous parle désormais du RN comme un parti de gauche, comme un parti socialiste. On a un discours médiatico-politique porté par les médias plutôt droite, extrême droite, donc les médias Bolloré notamment, qui sont en train de nous expliquer que le RN est un parti de gauche. Regardez la dernière émission de Bistro Liberté. Je fais un petit coucou à Éric Morillo, évidemment. La question, c'était le RN est-il de gauche ? Je vais vous montrer. Précisément au moment où le RN est en train d'être
petit à petit grand remplacé par Reconquête. C'est fou comme cette émission arrive à point nommé. Regardez la miniature, le RN est-il de gauche? C'est ce que je vous explique là. Avec comme invité Éric Tegner, on rappelle poursuivi pour harcèlement sexuel, et Pierre-Jean Chalençon, que j'adore. Hein, le Paul Narev de Wish, il est formidable. Pierre-Jean Chalençon, pour la petite parenthèse, nouvelle voix des médias alternatifs, alors qu'il organisait des dîners avec des ministres pendant le Covid. L'entre-soi, ils sont balèzes. Hein. Ils arrivent à nous faire prendre des vessies pour des connards. Parce que c'est un peu ça quand même. Donc, on voit clairement que on a là encore un sous-clivage qui est en train de s'installer du côté droite, extrême droite. Avec en gros le RN qui est petit à petit en train d'être isolé. Où on va parler d'une extrême droite de gauche. Parce qu'évidemment, plus ça va, moins ça n'a de sens. Hein. On va parler d'une extrême droite de gauche. Et en face, on a cette union des droites comme une sorte de solution impeccable, portée par la Schtroumpfette et Gargamel, et tous derrière elle, si j'ose dire, évidemment. Donc là encore, on a un sous-clivage. Donc pour moi, ce que je vous dis là, ce sont les visages des clivages de demain. On a déjà en fait la grille de lecture qui s'est posée. La gauche raisonnable, la gauche déraisonnable, l'extrême droite de gauche, vous voyez, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, on part de gens qui seraient pro-confinement. Déjà pendant le Covid, les cases, elles étaient pas folles. Hein. Vraiment être pro-confinement, quelqu'un qui reste tout le temps chez lui à rien branler, on appelle ça Manuel Valls, on n'appelle pas ça un pro-confinement. Donc déjà, les cases ne veulent rien dire. Aujourd'hui, on nous parle d'une extrême droite de gauche. Alors, tu dis, ok, d'accord. Allez, on y va. Lâchez les chevaux, c'est parti. Donc, voilà pour moi, et ça n'est que mon interprétation, je ne suis pas devin, hein, peut-être que je vous dis des conneries et que le réel me donnera tort, attention. Hein. Mais voilà pour moi quels sont les clivages qui sont en train de s'installer. Donc, et pour finir, pour aller gentiment vers la conclusion de tout ça, les amis, comment reconnaître ce diviser pour mieux régner? Parce que je vous l'ai dit, c'est comme la recette de la mayonnaise, ça marche, enfin ça a marché, ça marche et ça marchera. On embrasse Georges Marchais également et Intermarché. Les Mousquetaires, Monique Rano, excellente marque de charcuterie. Comment reconnaître le diviser pour mieux régner? Parce qu'il va y avoir de nouvelles manifestations de tout ça. On va encore chercher à nous avoir, très clairement. Et j'insiste sur ce point qui est très important, mais si vous connaissez juste mieux, vous connaissez la maison. Ce que je vous propose ce soir, c'est une grille de lecture pour essayer d'analyser ce qui se passe. In fine, c'est vous qui choisissez. Vous avez vos idées, vous avez votre idéologie, et je ne vous dis pas que c'est pas bien d'avoir une idée, d'avoir un camp. Je vous dis juste qu'il faut être prudent sur quels sont les intérêts servis par ces logiques de diviser pour mieux régner. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut voter tel ou tel camp. Je vous dis juste, ne nous faisons pas avoir. Pendant le Covid, par exemple, on était assez lucide pour identifier ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous le sommes encore? C'est ça, au fond, la vraie question. Donc, on a 6 indices. 6 indices qui correspondent à 6 solutions, en tout cas pistes de solutions, pour proposer, pour reconnaître le diviser pour mieux régner. Je vais donc proposer les indices de ce qui, pour moi, fait voir que on essaie de nous la mettre à l'envers. Mais ça marche de partout. Hein. La politique, l'économie, le sanitaire, tout ce que vous voulez. Déjà, quand le pouvoir médiatico-politique, les deux fonctionnent ensemble, hein, la paire, il n'y en a pas deux, le pouvoir médiatico-politique met en scène 2 camps caricaturaux. On l'a vu, l'extrême droite de gauche, les pro-vax, les célibataires chameaux, enfin après t'as tout. Après t'as vraiment, l'imagination fait son œuvre, après. Deuxième indice d'un divisé pour mieux régner qui se met en place, le débat porte sur l'émotion et pas la mesure, pas le réel, le concret. Je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'un débat sur l'émotion. Tu vois, par exemple, le service public, c'est de la merde, vous avez vu, ils ont fait une émission qui est pas cool, il faut privatiser. Bon, si t'aimes pas Stade 2, il n'y a pas de raison de vouloir fermer France 3, tu vois, enfin... le débat, on va faire s'activer le débat par rapport à l'émotion. Troisième indice, les opposants se battent entre eux, jamais contre le centre du pouvoir. Ça, aujourd'hui, vous pouvez l'observer. Les sous-clivages qui sont en train de se mettre en place, à gauche comme à droite, toutes ces histoires-là font que on est dans une logique horizontale. On force les gens à se battre entre eux. Mais pendant ce temps, quels sont les partis dominants? Par dominant, j'entends qui passent dans les médias mainstream à longueur de journée, qui vous expliquent les dangers du système néolibéral dans lequel nous sommes, du système, les dangers du capitalisme, les dangers de l'Union européenne. Chacun peut trouver son grand méchant du film. Hein. Là encore, il n'y a pas de grand méchant unique, mais qui parle d'un méchant au-dessus? On parle du méchant au même niveau, voire en dessous,
mais qui parle du méchant au-dessus. Ça, c'est le troisième indice. Quand les opposants se battent entre eux à un niveau horizontal. Pensez vraiment bien à ce que je vous disais sur ce côté horizontal, vertical, qui n'a rien à voir avec le Kama Sutra. Là, on est sur vraiment théorisation politique. Quatrième indice, l'acteur en présence prend la pose du sage responsable, c'est-à-dire celui qui est au centre d'un divisé pour mieux régner, qui incarne cette figure, qui cherche à l'incarner. Et bien, vous avez quelqu'un qui va jouer la carte du sage. Vous savez, c'est l'argument de « mais moi, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour la France ». Vous savez, moi, je ne fais que constater le réel. Ça, c'est du classique. Ça, c'est du grand classique. Cinquième indice, les médias reprennent les catégories du pouvoir. Bon, souvent, ce sont les médias qui créent ces catégories. Donc, le cinquième indice, je vous l'ai mis, mais il fait un peu doublon, d'une certaine manière, avec le premier. Et enfin, le sixième indice, qui est très important, les sujets sont recadrés en permanence. C'est-à-dire... Et ça, vous pouvez l'observer dans les médias alternatifs, mainstream, c'est très courant dans ce qu'on vit. Vous avez un sujet d'une gravité sans nom, où on vous dit, mais en fait, la France va crever si on gère pas ça, et ça dure 3 jours. C'est-à-dire, il y a une polémique, mais elle est grave, la polémique. Hein. Le roi Merlin, tiens, on en parlait il y a pas longtemps. Ça dure 3 jours. Hein. Mais c'est grave, putain. Le roi Merlin, c'est Daesh, en fait. Toi, tu sais pas. Tu vas acheter ta perceuse sans fil à 79,90 €. T'as vu la promo dans le prospectus qu'on t'a foutu dans la boîte aux lettres. Bon, tu vas chez le roi Merlin. Je vais pas vous refaire le sketch. La caissière, elle y est pour rien. Mais en fait, tu savais pas, mais la caissière, c'est la cousine d'Oussama Ben Laden. Et putain, ça, on savait pas. Et tu vois, la polémique, le roi Merlin, ça a duré 3 jours. Frontière a vendu des abonnements, c'était super. Mais ça marche pour tout. C'est-à-dire, vous avez des polémiques qui sont lancées côté extrême gauche, c'est pareil. On vous dit c'est gravissime, il faut faire tomber, c'est un scandale. Ça dure 3 jours. En vérité, les sujets sont recadrés en permanence. On passe d'une polémique à une autre, d'une polémique à une autre. On rentre dans l'hypnocratie, pour le coup. On hypnotise les citoyens avec des polémiques qui chassent la polémique, qui chassent la polémique. Mais à chaque fois, c'est d'une gravité extraordinaire. À chaque fois, le cours du temps doit s'arrêter. On ne doit parler que de ça, mais 3 jours. Et après, vous avez une autre polémique, et ainsi de suite. Un petit peu comme la queue leu, ou la chenille. Accroche tes mains à ma taille. C'est la chenille qui redémarre. En avant les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. C'est important, évidemment. Donc on a 6 indices. On a les 6 indices qui correspondent peut-être à 6 solutions. Alors là encore, c'était pour essayer de proposer quelque chose de pratique sur la grille de lecture. Comment essayer de ne pas tomber dans ce genre de piège? Je vous dis, il y a des indices et je considère qu'il y a aussi des solutions dans le sens où ça nous permet d'avoir une prudence intellectuelle. J'insiste là-dessus. Le but n'est pas de vous dire ça pour vous formater, dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut machin. C'est juste d'être prudent, d'être vigilant, et après vous faites absolument ce que vous voulez. Derrière, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous avez vos idées, vous avez votre idéologie. Le sujet n'est pas là. C'est juste, et comme on l'a vécu pendant le Covid, parce que tout ce que je vous dis là, au fond, il n'y a pas trop de nouveautés, j'essaie juste de plaquer des mots sur ce qu'on a tous vécu pendant le Covid, quand on se faisait enrhumer par nos politiciens et nos médias qui racontaient n'importe quoi pour nous faire peur et faire passer des reculs de liberté extraordinaires, c'était les mêmes choses, c'était ça, les mécanismes, c'était cela. Donc si j'essaie de les plaquer, les mettre à plat dans cette vidéo, c'est pour nous pousser à être vigilants, parce que ça va revenir. Donc, tu vois, dans les 6 solutions qui nous aident peut-être à garder la tête froide par rapport à tout ça, pour identifier que un débat spécifique se fait dans une logique de diviser pour mieux régner, je pourrais vous dire déjà, en petit 1, toujours identifier qui crée la division. D'où vient la polémique? Quelle phrase? Quel tweet? De quel camp politique? Tu vois, déjà d'identifier la chose. Après, vous y adhérez ou pas, j'insiste là-dessus, c'est pas pour vous dire quoi penser. C'est juste de déjà se poser la question, ok, ça vient d'où? Tu vois, il y a l'affaire, je parle de ça, mais on peut parler de 1001 affaires. Il y a une affaire qui sort, les médias s'emballent, ça vient d'où? Ça vient de quel camp? Qui sont les acteurs en présence? Est-ce que ces acteurs sont de base opposés? Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans les polémiques? En fait, il y en a tellement que ça en devient même difficile de choisir. Tu vois, là, par exemple, il y a l'histoire la crèche avec les personnages sans visage, là. C'est tout récent. On va prendre cet exemple pour pas en remettre une à Frontière, parce que sinon, on va me tomber dessus. Voilà, à Bruxelles. Jacques Brel. Avec la mer du Nord comme premier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues. Ouais, moi je suis Brel, c'est tout. Belle Brel. Voilà. Bon bref, à Bruxelles,
On embrasse les pommes de terre qui nous regardent évidemment. À Bruxelles, on a, regardez ça c'est le Figaro il y a un jour, il y a une crèche traditionnelle de Noël où les statues, enfin les poupées des personnages n'ont pas de visage. Ça fait une polémique. Bon bah, la première piste de solution, que vous soyez pour, que vous soyez contre, j'insiste, on s'en fout, c'est pas le sujet. La première piste de solution, c'est ok, cette polémique elle vient d'où ? Qui a lancé la polémique ? Et qui en parle ? En bien, en pas bien, d'un côté, de l'autre. Deuxième piste de solution. Qui a intérêt à ce qu'il y ait cette polémique ? Je vais prendre un exemple fictif qui n'existe pas pour vous expliquer le truc. Demain, par exemple, on dit juste milieu, il a été attrapé, il y a une vidéo qui tourne de lui, il est ivre-mort dans un bar et il chante du Carlos torse nu. Bon. Ça n'est jamais arrivé, on sait jamais. Je sais. Pour l'instant, c'est pas vrai. Bon, est-ce qu'il fait de mal à personne ? À part juste les gens qui voient que je suis torse nu. Enfin, torse. Est-ce un torse ou une madeleine ? Je ne sais pas. Il y a cette polémique. Vous voyez, la polémique, boum, elle est lancée par, je sais pas quoi, disons, Combini. Je dis n'importe quoi, on s'en fout. Vraiment, je raconte n'importe quoi. C'est pour illustrer ce que je vous dis. On va tout faire avec cet exemple-là. Première piste de solution, pour être vigilant. D'où vient la polémique ? Bon, ok, Combini a sorti la vidéo. Combini, théoriquement, ils peuvent pas blairer juste milieu. Et moi, je vais devoir me défendre. Ok. Deuxième piste de solution pour être vigilant. Quels sont les bénéfices possibles ? C'est-à-dire, il y a cette polémique qui sort sur moi. Je vais m'en défendre un petit peu, puis je pourrais dire « Hey, vous avez vu, je suis attaqué, on veut me faire taire, faites des dons. » Tu vois, finalement, cette polémique, elle n'est pas que négative. Elle va me permettre d'en tirer des bénéfices. Donc là, l'idée, c'est de garder la tête froide pour comprendre qu'au fond, quelqu'un qui dénonce une polémique ou qui l'a subie n'en est pas forcément que la victime. Et que parfois, cette polémique peut être utile pour en tirer des bénéfices. Donc vous voyez, moi, il y a cette vidéo qui sort, je peux dire « Ah, Combini veut me faire taire, faites des dons, aidez-moi. » Ce qui au fond n'a rien à voir, c'est juste que j'étais complètement beurré, que j'ai fait n'importe quoi. Mais le fait de vendre derrière des justes mensuels, par exemple, en instrumentalisant une polémique dont je suis la victime, là tu dis tiens, il a des bénéfices à en tirer. Troisième chose, le timing. Ça c'est très important. Vous voyez, on part de la polémique de base. Ok, étape 1, étape 2. Étape 3. Si en plus cette polémique arrive et que moi je m'en sers, je fais 10 vidéos pour vous dire abonnez-vous, en plus ça tombe bien, je sors un dossier sur un sujet Y. On s'en fout du sujet. Mais là tu dis non seulement il n'est pas que victime, il en tire des bénéfices, et en plus c'est quand même pas mal parce que ça sort au bon moment où il a une revue à vendre. Donc le timing est très important aussi. Quand vous voyez ce genre de polémique, identifiez bien pourquoi ça sort. Pourquoi ça sort là ? Est-ce que ça aurait pu sortir avant, par exemple ? Le truc de Frontières, j'avais creusé la chose, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Sleeping Giants était déjà sur le dos de Frontières 10 jours avant la polémique. Et là, c'est marrant parce qu'elle sort quand il y a un numéro à vendre. Donc, vous voyez, le timing est aussi très important. Quatrième piste de solution, ne jamais accepter les catégories imposées. Quand vous voyez dans un débat que le système médiatico-politique s'emballe en prenant parti avec des cases imposées, c'est que ça sent pas bon. Et c'est que s'il y a des cases imposées, c'est qu'il va falloir que le peuple y adhère. Donc, pour mon histoire de polémique Combini torse nu, là, l'affaire s'emballe, parce qu'évidemment, la France entière a besoin de savoir ce qu'il en est, cette histoire. En fait, tu as un article dans TF1 qui dit, enfin un article sur TF1, dans les médias, on s'en branle, TF1 qui arrive, qui dit en fait les pros juste milieu ont déclaré ça, mais les anti-Rémi ont déclaré ça. Ce qui n'a aucun sens. Vraiment, le jour où j'entends quelqu'un qui me dit je suis pro juste milieu, j'y casse la gueule. Bon, il faut voir le gabarit en face. Donc, les catégories imposées, c'est très dangereux. Cinquième piste de solution, regardez ce qui disparaît pendant la division. Alors là, c'est une piste de solution qui concerne des polémiques à une échelle un peu plus importante que mon histoire de vidéo torse nu. Par exemple, quand vous voyez Macron faire une déclaration à la con qui est relayée par 250 médias qui essaient de créer une bulle d'attention, regardez si derrière, il n'y a pas un accord du Mercosur qui est en train d'être signé par la France, tu vois, ce qu'on appelle un écran de fumée. Donc ça, je pense qu'on en parle assez souvent, vous êtes d'accord. Et sixième piste de solution, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais dans mon script, il y en avait que 5. Je vous ai dit 6, j'ai menti. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ce diviser pour mieux régner. Comment on peut réfléchir ça ? Parce que c'est vrai que, pour revenir à ce que je vous disais au tout début, la phrase, on l'entend souvent. Alors, diviser pour mieux régner, on l'entend très souvent. Mais
qu'est-ce que ça donne quand on essaie de le réfléchir vraiment, d'y penser, de se poser des questions par rapport à ça, et surtout quand on réfléchit aux manières de se protéger. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer, parce que je pars de ce principe-là, et on essaie de travailler sur ça, sur Juste Milieu. Il y aura d'autres vidéos, évidemment. La seule arme du citoyen aujourd'hui, ce qui nous reste quasiment, c'est de comprendre les mécanismes, d'être lucide par rapport à la manière avec laquelle notre système veut nous enrhumer, veut nous tromper, veut nous manipuler. Donc on a cette possibilité de se former, d'apprendre et de résister déjà intellectuellement. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien traiter ces sujets. J'espère que ça va vous plaire, cette séquence. C'est un petit peu plus long, vous avez vu, en ce moment on fait des vidéos un peu comme ça, parce que je commence à me dire que plus on se rapproche des élections présidentielles, plus le rythme de l'actualité va aller vite, et j'ai pas envie en fait de vous faire des vidéos pour commenter un truc qui sera caduque le lendemain et vice versa. J'ai pas envie de devenir esclave en fait de l'actualité. Et je pense que ce genre de vidéo, en tout cas j'espère, c'est le but, ça nous permet de prendre du recul. Ça nous permet de regarder tout ça avec un pas de côté et de dire ah ouais, en fait, au fond, on peut se poser des questions philosophiques, techniques, économiques, sur des bouquins, je ne sais quoi. On peut se poser des questions en comprenant beaucoup mieux que si nous étions restés esclaves du rythme de l'actualité. Donc j'essaie de vous proposer ça parce qu'en fait je suis assez persuadé, en tout cas j'ai envie de faire ça, tout simplement. J'ai envie de vous proposer ça, et je pense qu'avec le rire c'est la même démarche. Là c'est plutôt le côté spectacle. Le rire c'est la même démarche, c'est en fait de regarder l'actualité avec ce pas de côté de l'humour, et de dire une bonne vanne, elle nous aide beaucoup plus que 20 minutes de conférences ou de je ne sais quoi. Donc ça, sur le spectacle, je vous donne rendez-vous évidemment en 2026. Il y a plein de dates, j'ai trop hâte de vous retrouver dans plein de villes où on n'est pas allé. Il y a Bruxelles, il y a Montélimar, on retourne à Auray, à Rouen, à Lyon. Vous avez un lien en description dans les commentaires avec toutes les dates de la tournée où on va travailler ce pied de côté, enfin ce pas de côté, et avec en plus un spectacle repris à 100%. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, je me régale déjà à le réécrire. Et puis voilà, en fait c'est la même idée. J'ai envie que Juste Milieu soit le média des pas de côté. On est entre copains, on se fend la gueule, on utilise le rire et l'analyse comme arme pour vivre face à tout ça. Je vous parle même pas de survivre, parce que survivre ça fait un petit peu peur. Pour vivre, pour affronter leurs conneries et ne plus être esclave de leurs conneries justement. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous proposer. Et aujourd'hui c'était le cas sur le diviser pour mieux régner. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire. Dites-moi dans le chat, évidemment. On papote, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cette séquence. Est-ce que vous avez trouvé ça trop long, chiant ou pas? Vous me dites. Ingrid WZ nous dit tu reviens à Paris aussi, Rémi. On va y bosser, je vais essayer de trouver de refaire une date, évidemment. Refaire une date à Paris parce qu'on s'est quand même bien amusé. Tonton Jackie dit je viens Rémi à Angers ou Nantes, mais je veux le slam dans la foule. Coups 34, finalement il est chaud le Rémi aujourd'hui, l'apéro d'hier devait pas être si costaud du coup. Non, finalement on a été sage avec le Edouard, on a été sage, tu vois, j'ai une bonne forme, enfin c'est pas brillant mais j'ai une bonne forme. Cure le cul, bon je suis méga pompe à vélo, comment on fait pour rejoindre Telegram? Je suis vers Genève, alors attends bouge pas, j'ai le lien, je vais vous le donner tout de suite, le lien du Telegram Juste Milieu pour rejoindre tous les copains. Vous allez voir, il y a un canal général, il y a les canaux régionaux, vous allez être bien accueillis, pam, voilà, il y a le lien dans le chat. Tire les pimpons sur le chihuahua et le chaise évidemment qui est à la ref. Je préfère ce format perso, nous dit Neti, merci beaucoup. Blueby 3, tu reviens quand à Toulouse? Pareil, Toulouse, j'aimerais refaire une date. La liste n'est pas terminée pour 2026, hein. Vraiment il y aura d'autres dates qui vont arriver, donc ça va, j'espère ça va, on va se régaler, voilà, c'est le plus important. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Ben oui, attends, 17h20, tu vois, je vais pas tarder les copains, parce qu'on est en fin de semaine, parce qu'on est vendredi. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé une bonne vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé pour finir la semaine comme ça en détente avec de la réflexion. Voilà les copains. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, on a pas mal de petites choses. La semaine prochaine, je vais vous donner les rendez-vous, on est entre nous. Il y a du Juste Bistrot toute la semaine, parce que je suis là encore, donc tout va bien. On va parler d'un bouquin que j'ai adoré, on va parler d'un roman. Lundi, je vous parle de ça, un roman complotiste, un thriller extraordinaire, enfin vraiment tout. Lundi, on parle littérature dans le Juste Bistrot.
Mardi, grande annonce sur un événement qui revient sur Juste Milieu pour finir l'année en beauté. On va faire une dernière fête tous ensemble. Je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mardi, on va vous parler de ça. On va lancer le grand retour de cet événement. Ça, ce sera mardi. Farce tranquille mercredi, évidemment. Et vendredi, je vous parlerai de Bill Gates. On va être dans la merde, on va parler de Bill Gates. On va bien s'amuser. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Merci d'avoir été là cette semaine. On a fait une bonne semaine. Vraiment, on s'est bien amusé. On s'est régalé. En tout cas, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine plein badin. Allez, Toulouse, demain contre le Racing. Le retour d'Antoine Dupont, ça fait plaisir. Il est remplaçant, ça y est. Antoine Dupont rejoue au rugby. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Et allez, nos bleus du handball. Les filles du handball qui sont en championnat du monde actuellement. Allez, les bleus au handball, ça c'est important. Il faut regarder. Voilà les copains. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Passez un excellent week-end. Évidemment, faites-vous plaisir. Je le redis, on le redira jamais assez. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Faites des trucs que vous aimez. C'est cool. Faites-vous des petits plaisirs, des trucs sympatoches. N'ayez pas honte. Si vous avez des plaisirs que vous trouvez nuls, on s'en fout. Tant que ça vous fait plaisir, c'est le plus important. Moi, je vous l'ai dit, demain soir, c'est raclette. Raclette avec Madame Milieu. Voilà, je vais me régaler. Je vais lire un bouquin en ce moment. Je lis un bouquin qui est très bien. Et je vais fumer un cigare. Ouais, c'est un truc, ouais, j'aime bien de temps en temps, ouais, c'est un truc que je découvre, tu vois, je découvre la vie, voilà, on se fait des plaisirs comme ça, je vais regarder mon rugby, je vais faire mon vélo, voilà, ça fait plaisir, un petit week-end où il faut se faire plaisir, et je serai avec mon amoureuse, qu'est-ce que tu veux demander de mieux, voilà les amis, merci d'avoir été là, je vous embrasse, rendez-vous la semaine prochaine, à la semaine prochaine, je vous embrasse.